Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans En effet pour s'entendre, l'émission qui est à l'écoute de toutes les actualités, sans être sourde à leur caractère parfois dérisoire. Votre rendez-vous du jeudi soir en direct, du samedi suivant en rediffusion, les deux fois de 18h15 à 19h. Embarquement immédiat pour 45 minutes de ce magazine souriant qui regarde les choses sérieusement sans pour autant se prendre au sérieux. Au menu concocté pour vous ce soir, comme de coutume, un invité fil rouge, la chronique atrabilaire, je râle donc je suis, le tout saupoudré d'un petit peu de musique, de la bonne musique. J'espère que votre semaine s'est déroulée de la meilleure manière, que vous avez la forme, que votre morale est au beau fixe, et je suis persuadé qu'ensemble, nous allons passer la meilleure des soirées. Ce soir, avec mon invité fil rouge, André Angotti, nous allons parler d'un système politique devenu exsangue, à bout de souffle, qui par ses excès, ses combines, ses renvois d'ascenseur, a dévalé les marches de la crédibilité et de la respectabilité. Nos politiciens ont fini par construire un climat délétère où la suspicion est quotidienne, engendre l'éloignement des urnes, le poujadisme ou l'antiparlementarisme primaire. Pourtant, André Angotti se veut optimiste, n'a pas perdu, loin s'en faut, le feu sacré, persuadé que le système politique peut renaître de ses cendres. Il vient de publier aux éditions Véronne un livre intitulé L'ombre qui éclaire et sous-titré Le fonctionnement d'un parti politique. Il y cerne la situation politique actuelle, mais surtout propose des suggestions, des solutions pour enrayer cette spirale infernale. Le militant, considéré et actif, est au cœur de ces solutions d'avenir. André Angotti est bien connu de nos ondes, chroniqueur économique sur Radio Accord, puis RCF Accord Poitou. Il a animé, créé la voix des TPE et PME. Consultant en entreprise, il a été enseignant à Centrale Paris, Sciences Po, la Sorbonne, l'ESP, l'Université Laval à Québec. Militant UMP, devenu les Républicains à Paris puis à Poitiers, il a été conseiller municipal de Ligné et conseiller à la communauté de communes Vienne et Moulières. Pour terminer, sachez qu'il est diplômé de l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne avec un DEA de sciences de gestion. Ouf, n'en jetez plus. André Angotti, bonsoir, merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonsoir et merci de m'avoir invité, surtout pour parler de cet aspect que je veux un petit peu développer, qui est en quoi le militantisme peut aider la politique. Vous dites, André Angotti, que si l'action des militants est souvent passée sous silence, elle permet pourtant à la politique d'exister. Vous-même, quand êtes-vous devenu militant? Avez-vous une conscience politique très jeune, dès l'adolescence? La conscience politique, pour moi, a commencé à l'âge de, disons, 17-18 ans, époque à laquelle je me suis posé la question, est-ce que je suis de droite, est-ce que je suis de gauche? Enfin, c'était l'époque de mai 68. Donc le problème qui se posait, c'était quelle était la place que j'allais avoir dans ces choix qu'on paye aujourd'hui d'ailleurs encore. Et puis je me suis vite rendu compte que j'avais ma place à droite parce que je faisais des choix qui étaient des choix liés aux lectures que j'avais pu faire, comme par exemple les Thibault, liés à ce que j'avais pu vivre puisque j'avais participé à mai 68, j'avais été membre du premier conseil d'administration qui avait existé dans un lycée. Et je m'étais vite rendu compte que l'efficacité n'était pas toujours à gauche, plutôt à droite, dans la mesure où, avec les professeurs, on était toujours dans la discussion, toujours dans la remise en cause. Avec les parents d'élèves, on était plus dans la décision et l'action directe. Donc toutes ces raisons sont venues petit à petit alimenter ma conscience politique, jusqu'au moment où j'ai pris la décision. Je me suis dit, bon, le choix que je dois faire est le choix d'être de droite, mais ça ne veut pas dire que parce que je suis de droite, j'accepte tout ce que la droite fait. Disons que j'ai une fâcheuse tendance à remettre en cause aussi le fonctionnement de mon propre parti, dans le sens où j'essaye malgré tout d'apporter des solutions qui peuvent bénéficier à tout le monde aussi. Alors, André, revenons donc à ce livre, L'ombre qui éclaire, très joli titre d'ailleurs, entre parenthèses. Qu'est-ce qui a motivé son écriture? Alors, son écriture, elle a été motivée par je dirais, le premier article que j'ai fait paraître dans le Figaro, enfin que j'ai réussi à faire paraître en Figaro en 1997, après la dissolution de l'Assemblée nationale.
Et j'avais discuté avec un journaliste qui au départ voulait pas le mettre, il m'avait dit non, c'est pas possible, c'est trop violent, je vais avoir des problèmes, je risque moi-même d'être licencié, enfin non, on le fait pas. Bon. Et puis il me dit c'est quand même intéressant, donc on va le passer pendant les vacances. Voilà. Et donc j'avais l'intention de créer une association qui s'appelait La droite nous appartient, dans le sens où je voulais créer une association qui soit en charge d'analyser et de valider ou invalider le fonctionnement des hommes politiques. Et puis très vite, je me suis rendu compte, bon, c'est quelque chose qui a très bien marché, j'ai reçu des chèques, enfin dans toute la France on m'a soutenu, et très vite je me suis rendu compte qu'il y avait un noyau qui allait se former dans cette association, qui avait pour origine ni plus ni moins que le Front National. Et comme je ne partage pas du tout ces idées, j'ai dit bon, il faut que j'arrête. Je n'avais pas les moyens personnels de lutter contre cette déviance. Donc j'ai dit j'arrête tout et je ne reprendrai l'action politique qu'à partir du moment où les partis de droite vont se regrouper pour former qu'un seul parti. Et c'est arrivé quand il y a eu l'UMP. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision de m'impliquer. Et c'est là où j'ai commencé donc à travailler à Paris à l'UMP, à être rédacteur en chef de la Gazette des Enfants Rouges, qui était le journal du 3e arrondissement, à suivre les hommes politiques. Il m'est arrivé de rédiger des discours au moment des campagnes, faire des carnets de campagne que je relate d'ailleurs, dans mon livre. Il reviendra, oui. Voilà. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, il faut que je sois un militant, mais un militant qui réfléchit. Et il y a énormément de militants qui réfléchissent. Il y a énormément d'idées. On le retrouve dans le livre, par exemple, au niveau de la commission économique du Conseil national, où on se rend compte qu'il y a une foule d'idées qui sont sorties. Mais tout de suite, je dirais que toute cette approche-là est vite verrouillée. Parce que le principe, c'est les hommes politiques ont besoin d'alimenter leur propre électorat à travers leurs propres idées. Donc soit ils prennent les idées des militants, soit tout militant qui commence à être trop en avant devient quelqu'un d'un peu gênant parce que l'homme politique va penser que le militant a des vues ou a une volonté lui aussi de passer devant. Et moi je me souviens que il y a une époque où j'allais régulièrement à l'Élysée rencontrer Jérôme Monod, j'avais des échanges épistolaires avec lui, et il m'a demandé est-ce que vous voulez faire de la politique ? Et je lui dis non, enfin, c'est pas mon but. Je viens pas vous voir, je travaille pas avec vous sur le fonctionnement de l'UMP avec comme finalité d'être élu. C'est pas ça. Moi, je veux être comme vous, au fond, en retrait, réfléchir, faire des propositions qui sont reprises par les hommes politiques. Et eux, leur travail consiste à lancer au niveau national des idées qui sont des idées positives. Alors, vous parliez à l'instant de Jérôme Monod. Dans le livre, il y a une anecdote très amusante. De votre première rencontre avec Jérôme Monod, vous avez un petit peu déjoué le service d'ordre du congrès UMP. Oui, alors c'est-à-dire que j'ai un grand principe, c'est que pour faire avancer un système, il faut toujours enfreindre la règle. Voilà. Si on reste dans les clous, ça marche pas, quoi. Et c'est vrai que la petite astuce que j'avais trouvée, c'est que j'avais essayé de rentrer. C'est vrai qu'il y avait un barrage, vous aviez la partie qu'on retrouve régulièrement. Vous avez la partie VIP, la partie militant. Quel que soit le parti, d'ailleurs. Quel que soit le parti. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que je passe, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment je vais faire. Et puis, je me suis dit, bon, il faut que je sois au bon moment, à la bonne place. Et puis, bon, il y a eu cette anecdote avec Philippe Douste-Blazy, où il se trouvait qu'il y avait un petit groupe qui était autour de lui, et puis j'entends dire, bon, on va dire à la sécurité que nous sommes 5. Bon, et puis comme ils étaient tous en file indienne, j'ai dit, moi je vais me mettre en 4e place, je vais être forcément en 5e. Et donc, la sécurité a compté. Et ils ont cru que j'étais avec Philippe Douste-Blazy, ce qui n'était pas du tout le cas. Et puis une fois que je suis passé, c'était bon, quoi. Et le 5e n'est jamais arrivé. Le 5e, semble-t-il, n'est jamais arrivé, lui, par contre. J'avais vu la réaction de Philippe Douste-Blazy qui était à moitié content. Bon, enfin, je ne me suis pas éternisé, je ne suis pas resté pour essayer d'expliquer que c'était moi qui étais passé à la place. Voilà. Et donc ça m'a permis de rencontrer Jérôme Monod, que j'avais décidé de rencontrer le matin même, quoi. Et donc mais c'est vrai que c'est un personnage très discret, très distant, et arriver à atteindre Jérôme Monod, ça reste déjà en soi un petit exploit, hein, toute chose égale par ailleurs. Et disons que ça l'avait un peu surpris de voir qu'un simple militant avait réussi à discuter avec lui. Il m'avait accordé quelques secondes. C'est dans la suite des premières phrases que j'ai pu avoir, les premiers échanges que j'ai pu avoir avec lui, qu'il m'a dit, bon allez, téléphonez demain à l'Élysée, on va se rencontrer. Voilà, pas mal. Ça a été assez rapide, oui, ça a été assez rapide. De multiples affaires, tant à gauche qu'à droite, des promesses non tenues, un extrémisme de plus en plus influent qui piaille dans l'antichambre du pouvoir. L'électeur de base semble bien désabusé et dérape parfois dans le côté de tous pourris. Qu'est-ce qui peut faire évoluer la vie politique aujourd'hui et redonner l'envie d'aller voter? Et j'ajouterais l'envie d'aller voter pour
et non pas contre quelqu'un. Alors ce que vous dites est très important, c'est que je dirais qu'il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, pour moi, que j'évoquais dans mon précédent livre, qui était abordé facilement à la complexité aux éditions d'organisation, c'était de dire, aujourd'hui, on refuse une certaine forme de complexité. C'est-à-dire qu'on a un appauvrissement du langage, un appauvrissement du vocabulaire, et lorsque le langage et le vocabulaire s'appauvrissent, vous ne pouvez pas développer des idées complexes. Or, le monde est de plus en plus complexe, et donc vous tombez dans la discussion de type café du commerce pour essayer d'attirer l'électorat. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire qu'on est en train d'être à un nivellement par le bas. Voilà. Donc à partir de là, vous ne pouvez pas arriver à élever les consciences. Ce qui fait que ce nivellement par le bas va se projeter sur la génération future, pour qui, je veux dire, attendre des politiques, des choses qui sont des choses qui vont motiver, qui vont créer une dynamique, qui vont donner des envies, enfin qui vont éveiller les consciences politiques, n'existe pas, à mon sens. Deuxième aspect, c'est la confusion qu'il y a dans le mot politique. C'est-à-dire que pour moi, la politique, bon, étymologiquement, c'est tout que le mot politique vient du grec, mais l'erreur qui est commise, c'est de croire que ça ne vient que d'un seul concept. Or, quand on est dans la politique, le mot politique vient de deux termes qui sont politeia et politiquer. Alors, le premier politeia, c'est l'art et la manière de gérer la structure, de gérer l'environnement, de gérer la société. Le deuxième politiquer, c'est l'art et la manière de prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, si vous voulez, on est dans une situation où, lorsqu'on est dans des configurations territoriales de faible importance, des communes, je dirais, inférieures à 5000 habitants, enfin, aux alentours. On est dans le politeia, c'est-à-dire que l'homme politique, dans ce sens politeia qui est le maire, est confronté à une réalité. C'est-à-dire que les habitants le voient, discutent avec lui, et lui, toute décision a un impact immédiat. Moralité, il n'est pas dans la recherche du pouvoir, parce que beaucoup prennent le pouvoir dans le cadre des élections municipales, ils se rendent vite compte que ce n'est pas du tout un cadeau, quoi, hein, c'est vraiment un travail. Et donc, cette partie-là, c'est la partie politeia, et plus la collectivité augmente, c'est-à-dire plus la personne représente un nombre très important, et plus on passe au politiquer, c'est-à-dire que ce n'est plus la recherche de l'équilibre de la structure, c'est la recherche du pouvoir pour le pouvoir. Et donc c'est cette différence entre les deux aspects, entre politeia et politiquer, qui fait que pour le commun des mortels, je veux dire, pour lui, c'est évident qu'ils veulent le pouvoir. Et on le voit d'ailleurs dans les derniers remaniements ministériels, c'est presque de la cour de récréation, quoi. Si tu es gentil avec moi, je te prends au gouvernement. Oui, mais je te promets, je te dirai pas on est copains, quoi. Voilà. Renvoi d'ascenseur. Oui, c'est ça, voilà, renvoi d'ascenseur. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on se demande ce qu'ils font là-dedans, quoi. C'est de toute évidence, ils n'ont strictement rien à faire, dans la mesure où déjà ils critiquent tout le temps, ils critiquaient avant, enfin. Donc c'est au fond cette absence de maîtrise de la langue, cette absence de compréhension des différentes strates de la politique, entre politeia et politiquer, qui fait que les lecteurs de base ne s'y retrouvent plus. Et il est plus ou moins comme un bouchon sur la mer, en fonction de la vague qui va arriver, il va aller dans un sens ou dans un autre, et on ne vote plus pour quelqu'un, on vote contre quelqu'un. Mais ça, ce sont des choses qui remontent depuis quelques années, parce que justement les politiques ont besoin, et puis on voit justement le côté people des politiques, quoi. C'est-à-dire c'est effarant, quoi. Enfin, ils vont faire, à la limite, dans certains cas, ils vont faire les guignols dans des émissions, enfin, je sais pas, bientôt ça sera L'amour est dans le pré, quoi. Enfin, mais voilà, c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'un homme politique est censé avoir la discrétion de Jérôme Monod et son efficacité. C'est-à-dire qu'on se présente quand on a besoin de faire quelque chose, quand on a besoin de faire passer un message, mais on n'a pas besoin de se présenter pour présenter l'intérêt qu'on a pour telle ou telle chose, ou être avec sa femme au moment d'un concert, ou enfin, je veux dire, une confusion des genres. Complète. Il y a une complète confusion des genres, c'est-à-dire que ça devient de la politique people, quoi. C'est-à-dire que il faut être dans Voici, dans Gala, bon, moi je préférais qu'il soit dans Le Monde, dans Le Figaro, dans Libération, enfin voilà, dans tout, et avec des problèmes de fond. Mais ils n'ont pas à se balader comme ça, à vouloir être toujours en avant systématiquement. Et ça alimente un peu cette perception que va avoir l'électeur, qui est de dire, mais je vote pour qui au fond? Je vote pour sa belle frimousse, je vote pour l'intérêt qu'il a pour telle marque de voiture, quoi. Pourquoi l'homme politique ne ferait pas non plus de la réclame pour une marque de voiture? Enfin, alors, je sais que j'ai l'air d'être très critique vis-à-vis des hommes politiques. Ce que je dis, c'est il y en a qui sont très très bien, mais le système permet
cette déviance. C'est-à-dire que la politique pourra évoluer à partir du moment où le système changera. C'est-à-dire ça, c'est ce que je dis quand je suis avec mes clients. Je dis, ne cherchez pas, ne me dites pas que vous allez changer. C'est-à-dire personne ne change, d'accord? Il y a un moment, on a des qualités, on a des défauts, on fait avec. Bon. Par contre, ce qu'on change, c'est la façon qu'on a d'exprimer ces qualités. Donc à partir du moment où le système est structuré autour de l'idée, il faut que les hommes et les femmes politiques soient dans la recherche de solutions, soient dans la mise en place de solutions, on va pouvoir faire évoluer le système et on va pouvoir redonner confiance aux électeurs. À partir de là, on peut envisager être optimiste, mais je le suis de toute façon. Alors, nivellement par le bas, on peut peut-être revenir sur cette formule que vous écrivez, je vous cite. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la devise autant de liberté, autant d'égalité, autant de fraternité. Alors oui, si on revient à la Révolution, je dirais que ça a été au fond une grosse tromperie, parce que le problème de la Révolution, quel est-il à la base? C'est que le pouvoir était détenu par la noblesse et l'économie était gérée par la bourgeoisie. Et la bourgeoisie, attendez, vous êtes bien gentils, ils ont dit, nous ce qu'on veut c'est l'argent et le pouvoir. Bon. Donc résultat des courses, on sait comment se sont passés les premiers instants de la Révolution. Et là où je dis qu'il y a tromperie, c'est qu'il n'y avait que 3 États. Noblesse, clergé et tiers État. Mais en réalité, pour moi, il y en avait 4 États. Il y avait la noblesse, le clergé, la bourgeoisie, et ce que j'appellerais le quart-État. C'est-à-dire que dans le quart-État, vous pouvez très bien trouver le petit clergé, la petite noblesse, le petit hobereau de province, le petit artisan. Et ce qui fait que, de fait, si vous voulez, au départ, ce que demandaient les gens, ce que demandait la bourgeoisie, c'était plus de liberté, plus d'égalité et plus de fraternité. C'est-à-dire que ce qui était demandé au moment de la Révolution, c'était de rehausser ces valeurs-là pour que les gens s'y retrouvent, pour que le peuple s'y retrouve. Aujourd'hui, on est dans une situation où c'est autant de liberté, autant d'égalité, autant de fraternité. Je ne veux pas que tu en aies plus que moi. Le problème, c'est pas que j'en ai beaucoup, pas beaucoup, mais si toi tu en as plus que moi, c'est pas normal. C'est-à-dire que le nivellement par le bas se passe par le fait qu'il y a toujours une suspicion face à la réussite. C'est-à-dire si quelqu'un a réussi, on cherche toujours à trouver la faille. La faille, c'est ok, il a réussi, mais bon, il y a quelque chose qui c'est pas net, voilà. Mais le plus, je veux dire, c'est au fond, tant mieux, il a réussi. Le système lui a permis de réussir. Ça devrait être un exemple. En fait. Ça devrait être un exemple. Si la République est arrivée, c'est pour justement permettre à ce plus de liberté, plus d'égalité, plus de fraternité. Et aujourd'hui, on est dans un système où il est tellement verrouillé que les gens se disent, je ne sais pas ce que je vais récupérer, mais je veux pas être moins loti que les autres. Résultat des courses, et puis bon, il y a la célèbre formule qui dit que c'est pas en appauvrissant les riches que l'on enrichit les pauvres. Hein, ça, c'est une formule assez connue. Hein. Alors, au-delà des grandes déclarations officielles, le cumul des mandats semble à géométrie variable. Pensez-vous qu'il faille être plus strict dans ce domaine, et êtes-vous favorable à un mandat unique dans certaines élections? Alors, j'ai eu une discussion avec un ami il n'y a pas si longtemps que ça, concernant justement cet aspect des choses. Bon. Alors moi, je vais beaucoup plus loin, c'est-à-dire que je dis aujourd'hui que le gouvernement devrait être composé de gens qui ne sont pas élus. Alors, il me dit non, mais c'est pas possible, enfin tu peux pas. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est au niveau du gouvernement, et c'est ce qui d'ailleurs porte un très grave préjudice à la politique, c'est quand on voit les petites magouilles qui se passent pour je te nomme parce que de toute façon tu représentes quelqu'un. C'est-à-dire que c'est plus la puissance imaginative, créative de la personne qui va être dans le gouvernement, dans le parti, avoir un poste important, c'est son pouvoir de nuisance. Voilà. C'est qu'est-ce qui va faire que si je ne le prends pas, ça va créer des problèmes. Moralité, vous construisez quelque chose de briques et de broc avec une incapacité d'avoir des gens qui parlent d'un même ton, c'est-à-dire que c'est tout à fait anormal que des ministres se permettent de fusiller dans le dos quelqu'un au prétexte que ceci, que cela. On fait partie d'une équipe, point barre. Je veux dire, ça se discute même pas. Donc, la notion de cumul des mandats, si vous voulez, je la divise en deux. C'est à quel moment une personne est députée ou maire. Ça, c'est, je veux dire, le député, c'est la personne qui représente la population et qui doit être à la base des lois. Si vous voulez. Là où on est là où le système dévie, c'est que il n'y a pas un homme politique qui, lorsqu'il commence à avoir de l'influence, n'a pas, comme on dit le matin en se rasant, l'envie, ou on va être féministe aussi, ou la femme en se maquillant, n'a pas l'envie de se dire
peut-être que je vais être ministre, quoi. Voilà, c'est le Graal, quoi, le Graal. Alors après, bon, Premier ministre, ça c'est aujourd'hui un peu le Premier ministre, je vais me présenter aux primaires, comme ça, je vais savoir le poids que j'ai. Le problème, c'est pas que je sois élu, c'est pas tout à fait ça. Le problème, c'est que je représente quelque chose. Donc fais attention, si tu tiens pas compte de ça. Donc la notion de cumul des mandats, on voit, elle était analysée sur pas mal d'aspects très différents. C'est qu'est-ce qu'on attend de la personne qui est en responsabilité. Et à partir de là, on peut dire, il a 1 ou 2 mandats. Je dirais, à la limite, il peut même en avoir, un député, s'il se débrouille bien, pourquoi il n'en aurait pas 3? Je veux dire, ça n'empêche pas un maire d'être à la fois député, et puis peut-être aussi, ça peut être un conseiller général. Là-dessus, je ne veux pas qu'on bride le débat sur le nombre de sur le cumul des mandats, parce que c'est encore un faux problème, cette histoire. Ça permet à certains de passer à travers les mailles du filet, ça permet au système d'avoir des déviances notoires, et ça permet de focaliser la population et les journalistes sur un sujet. Comme ça, voilà, on alimente, et puis alors, vous allez avoir des émissions de télé là-dessus. On occupe le terrain. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le problème est de trouver aujourd'hui des sujets qui permettent d'occuper le terrain, qui permettent au fond, à la population de se désintéresser, même pas de se désintéresser, de ne pas être motivé par des sujets plus importants, et de permettre à ceux qui veulent avoir le politiqué, le pouvoir, de le posséder tranquillement. Et justement, le système des primaires avant les présidentielles, vous paraît-il une bonne chose, un acte démocratique, ou les dés sont-ils pipés d'avance? Alors, au risque de me froisser avec certains membres de ma famille politique, je considère que le système des primaires est totalement anticonstitutionnel. C'est-à-dire que où on passe à une 6e République et on structure des primaires, où on est dans la 5e République, et le principe c'est qu'il y a 2 tours, donc chacun peut se présenter en fonction des parrainages qu'il a, en fonction de toute une série de règles, et après tout, aujourd'hui, le problème qu'on a avec les primaires, c'est que, d'une part, à l'intérieur du même parti, on va se déchirer. Je veux dire, en plus, bon, on a des gens dont l'usage du vocabulaire est assez évolué dans l'utilisation de l'attaque frontale. Donc, on se déchire. Ensuite, au niveau des primaires, moi je suis désolé, mais il va y avoir des débats entre des personnes dont le niveau n'est quand même pas... Enfin, il y a des moments où vous allez comparer une Ferrari avec une 2 chevaux, quoi. Faut pas rêver, quoi. Il y a des gens qui se présentent là-dedans, ils sont susceptibles d'avoir les parrainages qu'il faut, parce que c'est au fond la réaction qu'on a actuellement. C'est, ah si, lui je suis sûr qu'il va embêter tout le monde, donc je vais lui donner un parrainage pour qu'il vienne un peu le trouble-fête, vous savez, c'est le polichinelle, c'est le fou du roi, quoi. Ah oui, super, c'était avant, c'est le rôle que jouait Coluche, essayer de jouer Coluche à une certaine époque. Et je dirais que le système des primaires actuellement, c'est la porte ouverte à ce genre de situation, alors que, je dirais, dans un parti, le principe c'est on définit une règle, on définit une politique, on définit des axes, on a des choix fondamentaux en économie, dans le social, dans la politique extérieure. Ces choix-là, après, on se dit quel est le meilleur d'entre nous qui peut les porter. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce principe-là. C'est comment je vais faire pour réussir à passer en jouant des coudes, en essayant de... Mais c'est destructeur. Et je dis, pour moi, c'est anticonstitutionnel. Ou on change, on passe carrément à la 6e, et dans ce cas-là, on revoit la Constitution, ou on joue le jeu de la 5e République, ni plus ni moins. Si vous nous rejoignez, vous écoutez RCF Poitou, et particulièrement En effet pour 100 tonnes, comme chaque jeudi en direct, comme chaque samedi en diffusion, les 2 fois de 18h15 à 19h. Et j'ai le plaisir ce soir de recevoir André Angotti comme invité fil rouge pour son livre L'ombre qui éclaire. Alors nous n'avons plus que 10 minutes d'émission, malheureusement le temps passe très vite, j'ai encore beaucoup de choses à vous demander. Votre livre notamment retrace 18 ans d'activité politique comme sympathisant puis militant. Puis aussi conseiller national UMP, ex-UMP, puisque maintenant sont les Républicains. Vous y avez bien sûr côtoyé beaucoup de figures majeures de la politique. Alors, je vais vous citer quelques noms présents mais dans l'ouvrage et vous demander d'embrasser un rapide portrait de chacun ou chacune et surtout le regard que vous portez sur leur présent et sur leur avenir. Tout d'abord, Alain Juppé.
Bon, Alain Juppé, d'autant plus que dernièrement dans la presse, il a été écrit que j'étais un juppéiste de la première heure. J'ai lu ça, oui. Voilà, je ne vais pas m'en cacher, d'autant plus que j'avais écrit à Alain Juppé en 2004, donc ça date pas d'hier, que j'attendais avec impatience qu'il revienne aux affaires. Il était moins populaire à l'époque. Légèrement moins. Et je ne sais pas si lui-même était juppéiste à l'époque. Donc là-dessus, je vais être clair, j'ai pris position de très longue date parce que j'ai travaillé, enfin indirectement, c'était l'époque où je travaillais avec Jérôme Monod, on essayait de repenser un peu le fonctionnement de l'UMP pour justement tendre vers une plus grande expression des militants. Et Alain Juppé n'a à aucun moment freiné ce processus, bien au contraire, il l'a aidé, puisqu'à l'époque j'avais rencontré Édouard Philippe, qui était le secrétaire général de l'UMP, donc j'avais travaillé avec d'autres personnes, mais je sentais une vraie dynamique, si vous voulez. J'avais l'impression d'avoir quelqu'un d'intelligent en face de moi, intelligent dans les actes, si vous voulez. Et vous allez me demander peut-être un avis sur d'autres personnes, c'est pas oui, possible. son papa Jean, son adversaire, ami ennemi, Nicolas Sarkozy. Alors, Nicolas Sarkozy, ce que j'explique dans le livre, si vous voulez, c'est que le premier vrai contact que j'ai eu avec lui n'a pas été des plus heureux. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est que ce qui s'était passé, c'est que lors d'un conseil national, Pierre Méhaignerie avait dit ne me dites pas ce que je dois faire, je le sais, mais dites-moi comment le faire. Bon, il se trouve que j'avais pris la parole et j'avais dit mais ça n'a pas de sens. Il y a 1500 personnes qui sont là, dans beaucoup de domaines, ils savent ce qu'il faut faire et comment. Et donc que les hommes politiques s'accaparent le droit de dire que je sais ce qu'il faut faire. Déjà, je suis assez réactif, hein, je n'ai pas tendance à attendre trop longtemps. Ça m'avait un peu hérissé, donc je prends la parole. Et puis, c'est l'époque où Nicolas Sarkozy avait comme slogan la rupture. Et j'avais dit à Nicolas Sarkozy, écoutez, la rupture, pour moi, elle arrivera le jour où on verra à la tribune, non pas des ministres, des députés, des responsables politiques, mais vous ferez venir à la tribune des simples militants qui ont des idées, qu'on met en avant et qui forcent, au fond, le militantisme à être actif. Et là, je dois dire qu'il avait une réaction assez violente, m'accusant de vouloir monter les gens les uns contre les autres, me faisant comprendre que la politique était une chose très complexe et que c'était un métier et que seuls des gens habilités pouvaient faire de la politique. Donc, disons que ça allait juste à l'encontre de toutes les convictions que j'avais en matière de militantisme. Bon, on a réussi à se rencontrer. Là encore, j'ai trouvé une astuce pour le rencontrer le jour où j'ai réussi à passer. C'est une spécialité. C'est-à-dire qu'il y a des moments, quand vous faites de la politique, si vous êtes là à attendre les bras croisés que les choses tombent, ça bouge pas, quoi. Je veux dire, la révolution, elle s'est pas faite en demandant, s'il vous plaît, vous laissez la place, on va vous guillotiner. Excusez-nous de vous déranger. Excusez-nous de vous déranger. Donc, il y a un moment, il faut savoir aussi être, enfreindre certaines règles, ce que je vous disais. Et donc, on s'est expliqué, et dans le livre, justement, je recite un peu les courriers, les échanges de courriers qu'on a eus. Donc, si vous voulez, je dirais, d'une vision militante, active et intelligente, on est passé quasiment à je ne voir qu'une seule tête, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, à partir de là, c'est clair que... Alors, j'ai eu d'autres échanges avec Nicolas Sarkozy, j'ai fait des propositions, et le principe du fonctionnement, c'était très simple, c'est que soit je rencontrais Nicolas Sarkozy, je faisais des propositions, soit j'envoyais des courriers, et puis le principe, c'est que ça redescendait chez les ministres, si vous voulez. Et donc, les ministres, c'était grosso modo, il y a une directive qui vient du château, et c'était un ode d'Anaïde. C'est-à-dire qu'on vous disait, oui, c'est très intéressant ce que vous dites, donc on va demander à nos services de s'en occuper. Dès qu'on a quelque chose, on vous informera un petit peu des suites à donner à cette affaire. Et à chaque fois, c'était lettre morte. Et donc, en fait, on rejoint bien là le cœur de votre livre, c'est-à-dire un militantisme qui devrait être bien plus présent, bien plus actif, face à une espèce d'autarcie des gens qui vivent en circuit fermé, au fond. Alors, si vous voulez, on va dire qu'il y a deux bulles. Alors, vous avez la bulle des politiques, qui est une bulle qui est totalement hermétique, qui accepte de temps en temps de négocier avec la bulle militante, qui est quand même une bulle fondamentale, parce que, je veux dire, coller des affiches, il faut se le faire. Aller organiser des meetings, faire des tracts, distribuer, faire du boitage, enfin voilà, ça c'est la base de la politique, donc ils en ont besoin, mais pas plus. C'est-à-dire que vous êtes là, vous n'en faites pas plus.
Ce que j'ai essayé dans mon livre, justement, c'est d'être... Alors, la structure du livre, j'en parle vite fait, c'est que il peut sembler quelquefois un peu difficile d'accès. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je dirais qu'à la limite, il faut le lire à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut aller au sommaire pour aller piocher dans ce qui est intéressant pour chacun. C'est est-ce que je suis intéressé par savoir quelles étaient les relations avec Alain Juppé, avec Nicolas Sarkozy, avec les militants. Et ensuite, on va piocher dans le livre, si vous voulez, les informations. Alors, j'ai pas voulu faire un livre qui soit un livre romanesque ou de cette approche-là ou un livre people. C'est être un outil de travail. C'est-à-dire que j'ai essayé d'être le plus factuel possible. Je me suis au maximum abstenu de donner un avis, mais j'ai dit voilà ce que j'ai ressenti, pour permettre à ceux qui vont le lire de puiser dans ce livre des informations qui vont leur permettre de faire avancer, de faire évoluer le système. Oui, il y a des choses très concrètes, il y a des copies de lettres, etc. Voilà, c'est vraiment... C'est vraiment du vécu, c'est-à-dire c'est du vécu, j'ai essayé d'être le témoin, si vous voulez. Alors il n'y a qu'à la fin, c'est vrai que j'ai créé des syndromes, où j'ai essayé je me suis dit, mais il faudrait peut-être que je trouve vous savez, comme les hashtags maintenant, en très peu de caractères, brosser qui permettront, ces hashtags, ces syndromes, doivent permettre à les lecteurs de tout de suite recaler l'homme politique qu'il a en face de lui, pour essayer de savoir, et puis ça peut permettre aussi à l'homme politique de temps en temps de lui dire, bon, arrête un petit peu, quoi, ça va, on connaît ton système, c'est plus la peine d'essayer de nous enfumer ou de nous... Non, on te demande de nous donner des informations précises, concrètes, qu'est-ce que tu vas faire, quand, comment, combien ça va coûter, qu'est-ce que ça va faire pour moi. Alors, j'ai plus le temps de vous poser d'autres questions sur d'autres personnalités, mais elles sont présentes dans le livre, Jean-Pierre Raffarin, François Baroin, mais Christine Lagarde. Alors, au-delà de votre ouvrage, André, je suis certain que nos auditeurs qui ont longtemps écouté vos chroniques sur nos ondes voudront en savoir plus sur vous. D'où venez-vous? Quel a été votre parcours personnel jusqu'alors hors politique? Alors, hors politique, j'ai été, j'ai eu un choix, je dirais politique personnel, c'est qu'après le bac, j'ai arrêté. Et j'ai voyagé pendant 2 ans, parce que je me suis dit, après le bac, on ne sait pas ce qu'on veut. Voilà. Donc j'ai fait mon service militaire, j'ai repris mes études, j'ai été à Poitiers, donc j'ai fait une partie de mes études à Poitiers, j'ai créé une association d'étudiants, ensuite je suis allé à la Sorbonne, j'ai créé 2 autres associations d'étudiants, donc j'ai toujours eu cette envie de m'intéresser à la politique. Après j'ai été embauché dans une entreprise de transport où j'ai créé le service informatique. Et je me suis mis ensuite à mon compte avec la volonté d'explorer de nouvelles voies, si vous voulez. Et à partir de là, je me suis intéressé à l'aspect humain et à l'aspect technique, puisque j'ai été développeur informatique, mais j'ai donné beaucoup de cours et j'ai beaucoup travaillé sur les ressources humaines, parce que les deux vont de pair. Et puis, par ailleurs, je me suis intéressé donc au monde politique. Et je me suis intéressé aussi j'ai gardé toujours, à travers cette activité, une relation avec l'étranger, puisque je suis originaire de la Tunisie, je suis né en Tunisie. Et je voudrais juste faire un tout petit aparté pour dire qu'il est important aujourd'hui de se rendre compte que ce qui se passe en Tunisie n'est pas neutre, qu'on ne s'intéresse pas assez, et qu'il faut comprendre que le plus gros contingent djihadiste de Libye sont des Tunisiens issus du centre de la Tunisie, qui est un pays pauvre, comparé au pourtour méditerranéen, qui lui est le pays de la richesse et du tourisme. Bientôt 19h, on est fait pour s'entendre, va tirer sa révérence. J'avais beaucoup d'autres questions à vous poser, André, mais l'horloge a rendu son verdict impitoyable. Je rappelle le titre de votre livre, édité aux éditions Vérone, L'ombre qui éclaire, sous-titré Le fonctionnement d'un parti politique. Il fait 170 pages et coûte 16 € pour être encore plus précis. Merci infiniment, André Angotti, de votre visite. Merci de votre accueil. Merci à Xavier d'avoir assuré la réalisation technique de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, de votre fidélité jamais démentie. Dans quelques instants, vous allez retrouver toute l'équipe de Cri Fréquence Pierre Levé, Marie, Gigi, Eliane et Daniel. Et puis, pour mes auditeurs du samedi qui écouteront la rediffusion dès 19h, vous le savez, c'est le programme national de RCF. Gardez la foi, faites le maximum de belles choses. Salut!